Madame, Monsieur, bonsoir. Et ravi de vous retrouver pour votre émission Sur la brèche. Adama Koulibaly est l'invité de ce dimanche. Ancien leader scolaire et estudiantin, ancien secrétaire général de l'UGEB, l'Union générale des étudiants burkinabés, et de l'AEBF, l'Association des étudiants burkinabés en France, Adama Koulibaly est professeur associé de philosophie de l'éducation et des techniques éducatives à l'Université Paris 13. Il est actuellement chef de projet dans un bureau d'études spécialisé en intelligence économique et en sécurité. Homme politique, il est le président de l'APP, l'alternative panafricaine, patriotique panafricaine, l'un des derniers nés des formations politiques burkinabais. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est l'alternative patriotique, panafricaine Burkindi. Burkindi, voilà. C'est ça. Nous avons 1 heure pour décrypter, commenter, analyser l'actualité nationale et internationale. C'est la raison d'être de cette émission Sur la brèche, qui a également l'ambition de concourir à la libération de la parole et à l'expression plurielle des opinions dans l'espace public par les médias publics. Mais avant, je voudrais que l'on s'accorde quelques minutes pour faire plus ample connaissance avec vous. Vous êtes philosophe de formation. Vous êtes 7e dan de taekwondo, vous êtes ancien entraîneur de l'équipe de France de taekwondo, vous êtes musicien, c'est vous qui avez formé, vous êtes l'un des fondateurs, en tout cas le fondateur, disons, de l'OIO, l'orchestre de l'université de Ouagadougou dans les années 80. Vous êtes dirigeant associatif, vous étiez actif au COFANZO, le collectif France Norbert Zongo, et au MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples également en France. Et maintenant, carrément, vous êtes engagé en politique. Est-ce que ça ne fait pas trop pour un seul homme? Qu'est-ce qui vous fait courir? L'amour de mon peuple, l'amour de la patrie. Et quand on a la chance d'avoir de l'énergie et la chance d'avoir un peuple qui vous donne la possibilité de vous épanouir, quand on est enfant, tous les enfants s'épanouissent avec leurs parents. Et quand on a la chance de découvrir aussi l'école, la première école, ça a été celle de l'éducation qu'on nous a donnée de façon traditionnelle. Ensuite, l'école par laquelle vous et moi sommes passés pour pouvoir parler aujourd'hui en français. Et quand on a la chance de découvrir aussi des camarades dans un pays où on ne fait pas de différence entre les uns et les autres, on se sent fraternité tout de suite, et puis on découvre qu'il y a des difficultés, et qu'on a la possibilité, quand on est jeune, et même plus tard, de contribuer, d'apporter quelque chose à ce que cet esprit de fraternité vous permette de vous épanouir, parce que quand on est ensemble, on s'épanouit, parce qu'il y a un échange intéressant, et ensuite on découvre qu'il y a des difficultés, et qu'on peut y participer. C'est ainsi que depuis la 3e, je me suis engagé, et j'ai trouvé que c'était bien. Et quand on a l'énergie, et quand on a la chance aussi d'avoir la santé qui vous accompagne pour ça, je crois que chacun doit faire sa part avant de partir. Et donc quand on a la possibilité de faire ce que je fais, je pense que c'est très intéressant, c'est très épanouissant, et on a parfois le sentiment d'être utile quand on contribue à faire avancer les choses. Alors, vous êtes délégué général du lycée Ouezin Koulibaly de Bobo-Dioulasso dans les années 80. Vous avez dit que vous êtes engagé en 3e pour une vie de militant. On a un peu ce sentiment que vous avez été engagé depuis le berceau. Le virus du militantisme, vous l'avez pris en tout cas pratiquement depuis votre très jeune âge. Quel a été le ressort de cet engagement? C'est l'injustice ou alors parfois la misère que l'on voit dans la rue. Des gens malheureux, des gens très pauvres, et puis, j'ai entendu, des aînés à moi au lycée venir nous parler dans la classe quand on était en 3e. Les délégués généraux qui viennent nous demander de faire les élections de délégués. Avec un ami à l'époque, on s'était dit, ça serait bien de se faire élire délégué. Lui, son ambition, c'était de rentrer, par exemple, dans le comité culturel. Et moi, mon ambition, c'était d'apprendre, parce que j'avais été subjugué par le discours des aînés, qui parlaient de justice, qui parlaient de lutte pour les droits des élèves, et ça m'a parlé. Et qui parlaient aussi de l'avenir du pays. Et ça, pour moi, c'était ce qu'il fallait. Donc, tout de suite, avec cet ami, on s'est engagé, on a battu campagne dans les classes pour se faire élire délégué des classes, et puis c'est parti.
Alors, mais pour les pouvoirs publics de l'époque, votre action était plutôt considérée comme subversive. Plus de 35 ans après, quel regard vous portez justement sur cette période de votre vie? Cette période, elle a été vraiment très riche en enseignement, très très riche en enseignement, parce que c'était bien aussi jeune de se sentir déjà responsable et de pouvoir dire à nos aînés, à nos responsables du lycée, que tels actes qu'ils posaient n'étaient pas conformes à l'épanouissement des élèves. Et que nous, en tant que délégués, donc en tant que représentants des élèves, on pouvait leur parler. Non pas d'égal à égal, parce qu'on parlait avec beaucoup de respect, mais avec beaucoup de détermination aussi. Donc, ça nous a vraiment formés. Et par la suite, nous avons pu engager, par exemple, une grande grève, qui a été la première grande grève sous le CMRPN, avec certains camarades qui étaient délégués, qui étaient aussi élus. Eh bien, il y a eu 2 années de suite, une répression féroce. Les premiers délégués qui étaient avec nous, qui étaient nos représentants, ont été envoyés à Ouaga. Alors, nous avons continué donc quand même la lutte. Moi, j'ai été élu délégué général. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont envoyé un nouveau proviseur. Nous l'avons dit, mais ce n'est pas ce que vous décidez de nous empêcher de nous réunir n'est pas acceptable. C'est contre les franchises scolaires. Et nous l'avons dit de manière ferme et ils n'ont pas entendu de cette oreille. Nous avons été exclus. Et cette exclusion n'a fait que nous renforcer. On nous a exclus sur des prétextes fallacieux. Donc, c'était très clairement pour des activités subversives. Ils ont attendu le dernier jour où les élèves partaient en vacances, le jour pour les vacances de Noël. Tous les élèves ont quitté le lycée pour éviter qu'on déclenche une action. Et tous les élèves sont partis et c'est à ce moment-là qu'ils sont venus nous appeler pour nous annoncer que nous étions exclus du lycée. Les 2 délégués généraux, donc moi-même, mon adjoint, et puis les délégués de ma classe, nous avons été exclus. Nous avons passé le bac comme candidat libre. Ça a été aussi un challenge très intéressant. Nous avons réussi tous les 2. Le 3e délégué général adjoint était en première. Il a bien réussi aussi par la suite. Et donc nous sommes fiers d'avoir pu participer à des actions de jeunesse, mais à des actions patriotiques. Je considère ça comme ça, à ce moment-là. Ensuite, ça nous a beaucoup aidé aussi dans la vie étudiante par la suite, à continuer à être nous-mêmes et pouvoir dire ce que nous pensons avec les autres. Nous avons été accueillis bien comme il fallait par les étudiants de l'AEVO de l'époque, qui étaient donc devenus l'ASB l'ANEP par la suite. Et en France, ça a été la même chose. Et donc, je peux dire qu'avec le recul, je suis très loin de regretter ce qui s'est passé. Bien au contraire, je pense que notre peuple nous a apporté beaucoup. Et même ceux qui nous ont réprimés, je pense qu'ils nous ont beaucoup apporté. À l'époque, je me souviens avoir dit au proviseur, qui était le président du conseil des disciplines qui nous a expulsés, je lui ai dit, vous nous chassez de l'école du blanc, mais nous avons déjà été à l'école de la vie et nous allons nous retrouver dans l'école. Un jour, nous allons nous retrouver. 1 année après, je l'ai croisé à Ouaga et j'avais réussi au bac. Donc je l'ai empêché de partir, il croyait que j'étais agressif et rancunier, pas du tout. Au contraire, lui serré la main, je lui ai dit merci, parce que vous nous avez beaucoup aidés, nous avons réussi au bac. Ah, il a dit, ah oui, félicitations. Je pense que ça nous a vraiment aguerris, moi personnellement en tout cas. Je pense que c'est le cas de mes camarades et de beaucoup d'autres. L'exemple que je donne, moi, en ce qui me concerne, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais vous me posez la question en ce qui me concerne. 35 ans après, je pense que ce que nous avons fait, qui a justifié aux yeux de certains de nous réprimer, n'a fait que nous renforcer, parce que ce qui veut dire que notre cause était juste, et parce que ce n'est que la cause du peuple. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu envie de renoncer? Jamais. Jamais. Parce que renoncer, c'est renoncer à soi. On ne nous a pas appris ça quand on était enfant. On nous disait, il ne faut pas voler, il ne faut pas avoir peur. Et il faut respecter les adultes, il faut respecter les autres, il faut être courageux. Donc jamais. Courageux, mais pas suicidaire. Pas suicidaire, ce n'était pas... disons, quand on est patriote, on est prêt à mourir pour son peuple. Mais il vaut mieux ne pas mourir et continuer à travailler. Mais, s'il le faut, nous avions dit, nous étions déterminés. Certains de nos camarades sont tombés pour ça. Il y en a qui sont morts. Ne serait-ce que pour eux, nous ne pouvons pas arrêter. Nous ne pouvons pas. La peur n'a pas de place pour ça. Au contraire, nous devons avoir peur de décevoir notre peuple. Alors, quand on examine le parcours de votre vie de militant, on a ce sentiment que toute votre vie, vous êtes battu, en particulier par rapport à la répartition du temps, en tout cas contre le régime Compaoré.
Pour vous, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier, qui a vu le départ de Blaise Compaoré, est-ce que c'est un aboutissement? Comment est-ce que vous analysez? Oui, c'est un aboutissement de décennies de lutte. C'est un aboutissement de la manifestation d'un ras-le-bol populaire. Parce que l'insurrection d'octobre 2014 n'est pas tombée comme ça du ciel. Donc ça a été vraiment des luttes successives qui ont préparé ça. Rappelez-vous, depuis 1966, bon, ça a été le premier mouvement, le premier soulèvement populaire d'envergure d'après l'indépendance. Mais plus près de nous, lors de l'assassinat de votre collègue, de notre frère à tous méritoire, ce héros Norbert Zongo, suite à l'assassinat de Norbert, qu'est-ce qui s'est passé? Un soulèvement comme on n'en avait jamais vu auparavant, pendant plusieurs années. Donc il y a eu cette lutte féroce, cette lutte populaire massive. Ensuite, on peut se rappeler encore les émeutes de la faim en 2008, en 2011, où il y a eu pas seulement les civils, mais également les mutineries militaires. Et puis bon, 2014, où il y a eu non seulement ceux qui continuaient de se battre, mais comme à l'occasion de l'assassinat de Norbert Zongo, il y a aussi une association entre des organisations de la société civile et des partis politiques. Parce que ce n'était pas la première fois. Il y a eu une première expérience, suite à l'assassinat de Norbert Zongo, il y a eu le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques. Donc c'était une première expérience. Il y a eu encore un regroupement des partis politiques, d'opposition, avec des organisations de la société civile en 2014. Et le peuple s'est soulevé un peu partout. Donc c'était un aboutissement, forcément, de luttes successives, un ras-le-bol. Et ça nous a, moi personnellement, et je pense que c'est le cas de l'ensemble de notre peuple qui aspire à la liberté, à la démocratie et au développement, et ça a été une joie de se dire qu'un peuple debout peut tout faire. Mais il peut être trompé, mais il peut tout faire. En l'occurrence, ce que nous voulions, c'était quand même de dire non, on ne peut pas confisquer éternellement la démocratie. Voilà pourquoi, d'ailleurs, nous, lorsque nous étions à Paris, en France, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé, avant justement, avant le départ du président Compaoré, nous avons décidé de créer un collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso, dont je suis un des porte-parole, et bien pour pouvoir participer justement à la lutte collective du peuple. Donc un peu partout, au sein du Burkina, à l'intérieur du Burkina comme en dehors, le peuple s'est soulevé comme un seul homme. Et ça, c'était bien, de voir que la peur n'était plus du tout du côté du peuple. Mais ça aussi, ça a été rendu possible parce qu'il y a une détermination, une organisation de la part à la fois des partis politiques, des organisations de la société civile, et des organisations diverses. Et puis aussi, il faut reconnaître qu'en ce moment-là, le camp d'en face du clan Compaoré était fragilisé, puisqu'il y avait eu donc, le MPP qui avait été créé et qui a rejoint le camp du peuple. Ce qu'il faut saluer, c'était donc des anciens du système Compaoré, du CDP, qui connaissaient très bien justement ces systèmes, qui ont rejoint le camp de la lutte populaire. Ce qui a été quand même une bonne chose, puisque le projet de réforme constitutionnelle qui aurait permis à Blaise Compaoré de rester au pouvoir n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc pour moi, c'est un aboutissement des luttes courageuses de notre peuple. Et qui ont permis, c'est ça qui a permis donc ça, mais ce n'est pas terminé. Alors, venez-en maintenant à la création de l'APP, l'Alternative Patriotique Panafricaine Burkindi, le parti donc, que vous avez porté sur le fonds baptismaux le 2 juin dernier. Disons que c'est le 2 juin dernier que vous avez tenu une conférence de presse pour annoncer la création donc, du parti. Première question déjà, 40 ans après donc, une vie syndicale et associative, pourquoi est-ce que vous entrez en politique? Voyez-vous, suite à l'insurrection, il y a eu un immense espoir au sein de notre peuple. Puisque une année après, il y a eu la résistance très courageuse, audacieuse du peuple encore contre le coup d'État. Le coup d'État du 16 septembre 2015. Eh bien, quand on voit tout ça, et quand on voit après ce qui se passe, on se dit c'est pas possible. Est-ce que nous avons mené toutes ces luttes pour aboutir à ce qu'on constate là?
Donc, ceux qui sont au pouvoir, qui ont le pouvoir politique, qui ont en main la gestion du pouvoir d'État, doivent pouvoir prendre en compte les aspirations de notre peuple. Il y a eu des morts pendant différentes luttes, dont certaines que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de victimes, des blessés, des gens qui ressentent encore aujourd'hui dans leur chair les balles qu'ils ont reçues à l'occasion de l'insurrection, à l'occasion de la résistance au coup d'État. Et nos morts, nos martyrs, nous observent. Il n'est pas possible de rester les bras croisés. Il n'était pas pensable pour nous, parce que je ne suis pas seul. Nous sommes plusieurs à avoir eu cette réflexion. Il n'était pas possible pour nous de rester à faire les mêmes choses que nous avions faites auparavant, qui ont contribué, certes, à modifier, à accélérer, et à élargir les espaces de liberté dans notre pays, mais qui n'ont pas fondamentalement changé la donne. Nous nous sommes dit donc qu'il faut peut-être proposer à notre peuple une autre façon de faire de la politique, convaincre ce peuple de nous soutenir pour que nous puissions prendre le pouvoir d'État par les voies légales et pouvoir, en ce moment-là, avec des vrais patriotes progressistes, vraiment déterminés, qui ont apporté la preuve, malgré la répression, qu'ils étaient engagés aux côtés du peuple, non pas pour eux-mêmes, mais vraiment pour les intérêts de notre pays. En ce moment-là, si nous sommes en mesure d'arriver, d'avoir les rênes du pouvoir d'État, nous allons pouvoir transformer les choses véritablement. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il est important de franchir ce pas-là. C'est un courage personnel, un courage d'homme de chacun de ceux qui ont décidé de franchir le pas. Parce que je ne suis pas le seul dans ce nouveau parti à avoir une expérience militante. Il y en a beaucoup. Et il y en a d'autres qui ont... Nous avons des expériences diverses, ce qui fait la richesse, justement, de cette jeune organisation politique. Alors, conquérir le pouvoir d'État par les voies légales suppose également, aujourd'hui, au regard de notre réalité sociopolitique, un certain nombre de moyens. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, une élection se gagne avec de l'argent. Nous aimerions bien contribuer, justement, à changer cette dérive inacceptable. Parce que les acteurs, certains acteurs de la vie politique, qui sont malheureusement les plus nombreux, ont dévoyé justement l'idée même, l'idée de la vertu. La politique, c'est servir, s'engager en politique, c'est s'engager à servir, et non pas à se servir, donc s'engager à servir son peuple. Or, nous voyons bien que ceux qui vont en politique souvent, avec parfois des moyens financiers obtenus par des voies dont on peut se poser la question de la légalité ou en tout cas de la sincérité ou en tout cas on se demande d'où leur vient toute cette manne-là. Au lieu de servir, ils veulent servir en argent. Et donc ça donne un climat totalement malsain et c'est contraire à l'éthique, c'est pas du tout moral. Et ça ne permet pas d'avancer. Ça permet à quelques-uns, quelques formations politiques, de se passer la main, de pouvoir, quand ils le veulent. Alors que, voilà, 60 ans, plus de 60 ans, dit-on, que nous sommes indépendants, nous avons encore beaucoup de difficultés. Lorsque je vais à Bobo, courir dans la rue où je suis né, où je connaissais tous les recoins, tous les trous, quand je courais à 4h30, 5h du matin, quand je vais là-bas, je ne peux plus faire mon footing dans cette rue, parce que j'ai l'impression que c'est davantage délabré lorsque j'étais enfant. Donc quand on voit ça, on se dit que cette manière de faire de la politique qui dégoûte nos populations, en réalité, de donner de l'argent pour acheter les consciences, elle n'est pas bonne du tout. Elle n'est pas bonne pour notre pays, elle n'est pas bonne pour les gens, elle n'est pas bonne pour l'Afrique, elle n'est pas bonne pour les gens qui coopèrent avec nous. Voilà pourquoi nous pensons que nous allons proposer, nous comporter de manière à faire en sorte que les populations se disent que même si les autres continuent à nous donner de l'argent, nous allons peut-être prendre, parce que nous avons discuté, nous allons voter pour l'APP. C'est ce que nous souhaitons faire. Il est cependant qu'on se pose la question de l'intérêt de la création d'un nouveau parti politique au Burkina, alors même qu'il y a déjà 142 formations politiques, tenez-vous bien, qui ont déjà leur récépissé de reconnaissance. Vous avez des partis de gauche, de droite, du centre, vous avez des partis de l'opposition, de la majorité. Vous avez des partis même qui ne sont nulle part, qui ne sont ni de l'opposition, ni de la majorité, ni de droite, ni de gauche, qui disent qu'ils sont là seulement. Donc,
C'est pour dire que vous aviez l'embarras du choix de vous retrouver dans une formation politique. Il a fallu que vous créiez la vôtre. Est-ce que c'est pour être chef de parti? Alors, encore une fois, j'insiste sur le fait que nous sommes un collectif. Et justement, nous voulons proposer une nouvelle manière de faire la politique. Et d'ailleurs, regardez, partout de manière traditionnelle, dans le fonctionnement traditionnel de nos sociétés, le chef n'est jamais seul. Il y a toujours des règles, il y a toujours un collectif, et c'est ce que nous voulons. Alors, pour être plus précis, effectivement, on peut se dire, mais il y a un foisonnement des partis. Et surtout, ces derniers temps, il y a beaucoup de partis qui se créent. Ça appelle quand même une réflexion à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de dire que peut-être que s'il y a un tel foisonnement, c'est peut-être parce que les gens ne se retrouvent pas dans les pratiques politiques qui ont cours, que ce soit au niveau du pouvoir, des partis au pouvoir, le MPP et ses alliés, que ce soit peut-être de l'opposition aussi. La deuxième chose aussi, c'est de dire que peut-être aussi, il y a des gens qui ont envie d'exister sur le plan politique, parce que pour certains, c'est la courte échelle pour s'enrichir, c'est une manière de faire aussi pour glaner un poste quelconque à un moment donné, monnayer ça. Pour nous, ce n'est pas ça. Il faut préciser que nous sommes partis d'une réflexion pour dire que qu'est-ce qui peut expliquer que dans notre pays, nous soyons en train de patiner encore jusqu'à présent et qu'on n'est pas satisfait, il y a encore d'innombrables difficultés au sein des populations et que nous sommes toujours obligés d'aller toujours demander aux autres de nous aider, comme si nous ne pouvions pas nous aider nous-mêmes, travailler nous-mêmes. Et quand on prend les partis qui existent, pour la plupart, c'est la partie du gouvernement, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui ont des députés, ceux qui n'ont rien du tout. En général, ces partis-là se disent, on est sociodémocrate, on est marxiste-léniniste, on est libéraux. Toutes ces théories politiques sont des théories occidentales. Je ne dis pas que c'est pas mal, nous sommes en train de parler en français. Mais il faut se poser la question de savoir si c'est opérationnel dans nos pays. Nous nous sommes dit que nous ne rejetons pas ça, nous connaissons bien, nous avons milité dans beaucoup d'organisations. Et il faut partir de ce qui existe dans notre pays, de notre éducation, de nos traditions. Et nous sommes de gauche, nous disons, nous sommes un parti résolument de gauche. Et nous disons que nous avons décidé de prendre en compte les valeurs traditionnelles du Burkina et de l'Afrique. Et quelques points, c'est la question de l'intégrité qui est présente dans toutes les éducations de base en Afrique. L'intégrité de la fraternité, de la solidarité, de la tolérance. Et il y a même des rites d'initiation qui permettent justement de responsabiliser les gens par classe d'âge et ainsi de suite. Donc, nous avons chez nous ce qu'il faut pour revenir à quelque chose qui nous permette de redonner confiance, de redonner du courage et puis aussi d'être clair avec les populations. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément, c'est que nous sommes partis aussi de ce que la gauche a proposé, les valeurs essentielles de la gauche, valeurs de liberté et d'égalité, et en ce moment, et de fraternité aussi. Hein, nous sommes dit, en ce moment-là, nous prenons ça. Pourquoi? Parce que la gauche a apporté la preuve, très souvent, que lorsque elle se bat, c'est pour les peuples. Maintenant, il y a des partis de gouvernement de gauche, notamment des partis sociaux-démocrates, et qui ont fait des actions qui n'étaient pas du tout en faveur des peuples. Nous en sommes conscients. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu rajouter à la confusion qui existait dans notre pays, où on voit des partis comme le CDP, qui est social-démocrate, avec tout ce qu'on connaît. On a combattu le CDP ici, les pouvoirs de Blaise Compaoré en tout cas. Et ensuite, le MPP, qui est social-démocrate également, et d'autres partis qui sont sociaux-démocrates. Nous n'allions pas contribuer à donner cette confusion à notre peuple. Nous nous sommes dit que nous pouvons réfléchir par nous-mêmes, prendre ce que notre peuple nous a enseigné et aboutir à notre théorie politique. Nous avons dit notre ligne politique, c'est l'Awal Burkindi, le chemin de la dignité. Nos populations peuvent comprendre ça. Ce n'est pas un slogan électif, c'est une démarche politique pour que nos militants comprennent quelle est notre démarche. L'Awal, c'est un Fulfulde. Et Burkindi, vous savez, il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Et notre démarche éthique, donc notre idéologie, notre démarche éthique, c'est le Oronya. Oronya, donc c'est le comportement de l'honneur que nous devons avoir en toutes circonstances, de manière individuelle et de manière collective. À partir de là, lorsque un événement est posé, nous pouvons prendre comme outil, par exemple, d'analyse,
ce que nous propose par exemple le marxisme-léninisme, mais comme outil d'analyse. Et lorsqu'une question économique est posée aussi, nous pouvons très bien aller interroger les différents auteurs qui ont écrit sur les théories économiques. Nous avons de grands économistes chez nous. Et puis aussi, en ce moment-là, nous allons nous éclairer, mais nous voulons que ce soit de manière endogène, que nous puissions proposer à notre population une nouvelle manière de faire de la politique et que nous puissions arriver à la constitution d'une nouvelle république démocratique, laïque, citoyenne et participative. Alors, c'est la transition pour aborder l'actualité de la semaine, à commencer par cette affaire de vote des Burkinabés de l'étranger. Ça ne vous a pas échappé que le CFOP, le chef de file de l'opposition et la CODER, donc, sont vent debout contre ce projet de loi de révision du code électoral qui a été adopté par le gouvernement et qui devrait être examiné par la représentation nationale, peut-être même dès demain. Le CFOP parle, en ce qui le concerne, de passage en force, l'expression est deux, et la CODER, elle, y voit en tout cas une exclusion annoncée. C'est également la CFOP, disons la CODER, qui perçoit donc les choses ainsi. Vous, à votre niveau, quelle est votre lecture? Alors, je crois que déjà de constater ça, c'est l'expression de la démocratie. Ça veut dire que les batailles que nous avons menées, ont porté fruit quand même. Et il est évident que lorsqu'il s'agit d'élections, avec tout ce qu'on connaît en Afrique, ce qu'on a déjà vu aussi dans notre pays, et avec ce qui s'est passé lors de la dernière élection, où aucune des parties prenantes n'a contesté les résultats. C'était un bel exercice de démocratie. Il serait vraiment dommage, dès à présent, de donner l'impression que l'on veut déjà vicier les élections à venir. Mon avis est que, pour ce qui concerne vraiment les Burkinabés de l'extérieur, nous en France par exemple, nous avons beaucoup travaillé sur cette question de manière organisée, avec les organisations des compatriotes burkinabés en France. On nous a toujours dit, récemment pour les élections par exemple, du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, il faut avoir le passeport burkinabé, la carte consulaire ou la CNIB. Alors aujourd'hui, pour des élections nationales, il y a peu de temps, on dit qu'il va falloir que ce soit uniquement la CNIB. Combien de gens qui vivent à l'extérieur? La CNIB et le passeport. La CNIB et le passeport, oui, bien sûr. Mais combien de gens qui vivent à l'extérieur, avec le contexte que nous connaissons, les difficultés qu'il y a chez nous, et avec tous les drames qu'on constate, les gens qui partent à l'étranger, et souvent qui n'ont pas la possibilité d'avoir un passeport, mais qui vont quand même, et qui arrivent à trouver quand même une place à rentrer en Europe ou ailleurs, hein, et qui n'ont pas des papiers, qui ont de grosses difficultés, qui n'ont pas de passeport. Comment on les exclut d'office? Donc il aurait fallu quand même une concertation un peu plus large. Il faut quand même écouter l'opposition, les propositions qui sont faites, et faire en sorte que personne, aucun Burkinabé ne soit exclu de cette élection-là pour des questions administratives, pour des questions d'ordre politique, pour des décisions, pour des lois qui auraient été mal ficelées. Je crois que ce qu'il faut, c'est la responsabilité du gouvernement. L'opposition joue aussi, fait jouer sa responsabilité également. Je pense que les députés sauront aussi quoi faire. Il faut l'espérer. Mais s'il y a une manœuvre quelconque politique et qui va à l'encontre des intérêts des populations, eh bien nous serons devant, nous, au niveau du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina, et puis avec toutes les organisations qui estimeront, preuve à l'appui, que cette loi n'est pas bonne pour la démocratie. On reste sur les critiques de l'opposition politique à l'encontre de la gouvernance. Kaboré, avec ce compte rendu d'une réunion de cadre de concertation des chefs de file de l'opposition, tenu ce 24 juin et publié par nos confrères des éditions de Pays le vendredi dernier, l'opposition qui y présente, en tout cas dans son compte rendu de réunion, l'élection de Mathias Tankwano à la tête du Conseil supérieur de la communication comme une intention de contrôler et museler l'information au profit du pouvoir en place. Fin de citation. Est-ce que vous pensez que c'est un procès d'intention ou bien vous estimez que ces récriminations sont légitimes? C'est difficile, souvent, quand on voit des partis d'opposition, on se demande parfois si c'est des critiques politiciennes ou des critiques fondées. Toujours est-il qu'il y a eu des difficultés réelles au sein de cette institution importante. Maintenant, pour
régler le problème, on nous amène une solution qui porte à polémique. Donc là-dessus, on peut s'interroger. Cette institution a besoin, aujourd'hui, c'est fondamental, elle a besoin qu'il y ait une véritable harmonie et qu'il y ait une véritable confiance des acteurs de l'information et qu'il y ait une véritable confiance aussi de l'opinion. Voilà donc un conseiller spécial à la présidence qui se retrouve au titre de l'Assemblée nationale à la tête de cette institution-là. Mais je pense que si, en tant que conseiller, en tant que magistrat, il est capable de diriger. La question n'est pas là. La loi ne l'interdit pas. La loi ne l'interdit pas. Donc ce n'est pas le problème. Mais je crois qu'après ce que nous avons vu, après ce que le pouvoir même constate en ce qui concerne tout l'incivisme et beaucoup d'autres problèmes que nous connaissons aujourd'hui, je suis persuadé que dans les choix qui sont faits et qui concernent les institutions publiques, il faut savoir raison garder et faire en sorte d'éviter les polémiques inutiles et de faire des choix qui n'entraînent pas, qui n'amènent pas à se poser des questions de suspicion politicienne quelconque. Et en ce qui me concerne, ça m'a vraiment étonné, mais ça, le pouvoir a le droit. Faut-il pour autant que le pouvoir gouverne en tenant compte que des désirata de l'opposition? Il ne s'agit pas de ça, c'est quand même, ça va plutôt plus loin qu'une question des désirata de l'opposition. N'y avait-il personne d'autre capable de faire ce travail-là, que ce soit indépendamment des questions politiciennes, hein? Y avait-il pas d'autres personnes? Parce que c'est un conseiller quand même de la présidence, quelqu'un de très proche du président. Est-ce que cela va garantir l'indépendance de la structure? Ça ne remet pas en cause du tout l'intégrité de Mathias Tankwano. Mais quand même, reconnaissez que n'importe qui, légitimement, peut se poser la question de savoir comment cela est-il possible. Parce que, justement, il y a la promiscuité entre le chef de l'État et son conseiller spécial est avérée, parce que c'est son conseiller spécial. Donc là-dessus, c'est même pas une question d'opposition. Nous, on vient d'être créés, on va bientôt, je l'espère, obtenir notre récépissé et on pourra commencer à faire des activités publiques. Mais pour le moment, on s'interroge légitimement de savoir pourquoi le pouvoir a ses raisons. Mais il y a une réelle promiscuité, c'est son collaborateur direct, le collaborateur direct du président du FASO qui se retrouve à la tête d'une institution qui a besoin d'indépendance. En politique, toujours, il y a le rapprochement entre le CDP et l'UPC, alliance contre nature, ce n'est pas moi qui l'ai dit, alliance également assez malsaine, ce n'est pas non plus moi qui l'ai dit, mais Rosine Sori Koulibaly, qui met en jeu l'insurrection populaire pour parler de contradiction principale entre ces deux partis et ne semble pas véritablement comprendre les raisons de leur proximité récente. Est-ce que vous partagez cette analyse? Alors, ça c'est la responsabilité et la liberté, le droit de ces partis-là de se retrouver. Mais effectivement, en tant que citoyen, en tant que aussi citoyen engagé en politique, je pense que elle a certainement raison. Mais nous, en ce qui nous concerne, moi, en ce qui me concerne, je constate seulement que nous avons, avec l'UPC, combattu le CDP. Combattu le CDP qui était au pouvoir à l'époque. Et je me réjouis aussi du fait que les Burkinabés soient capables de se parler. Et aussi, peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'il y ait la possibilité qu'on puisse discuter entre nous, indépendamment de nos opinions et de nos engagements politiques. Et c'est ce que nous avons voulu faire, ce que je n'ai pas précisé, à Paris, lorsque nous avons créé le collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina. Là-dedans, nous avions les MPP, nous avons d'ailleurs toujours les MPP, l'UPC, l'UNIPS, et puis les MBDHP, et le Balai citoyen et d'autres organisations. Aujourd'hui, c'est vrai, nous voyons un peu moins les représentants de l'UNIPS et du MPP qui sont au pouvoir. Et c'est pour dire que nous, a priori, ça ne nous choque pas lorsque les gens se parlent. Mais quand il y a des alliances comme ça, et quand on constate qu'ils n'ont pas fini de pleurer les morts de l'insurrection, de la résistance au coup d'État, évidemment, on peut se dire qu'il y a des réels calculs politiques qui sont en cours. Maintenant,
Nous, jamais nous n'insulterons personne, mais nous dirons toujours de manière ferme que ce genre de choses ressemble fort à des manœuvres politiciennes pour arriver au pouvoir, pour faire quoi? Qu'est-ce que le CDP pourra faire de différent de ce qu'ils ont fait pendant 27 ans au pouvoir? Et évidemment, il faut se rappeler peut-être que le chef de l'opposition, le patron du PC, ils doivent bien se connaître, puisqu'il a été ministre du gouvernement Compaoré, sous le CDP aussi. Bon, donc c'est des personnes qui se connaissent. Nous avons des principes très clairs. C'est que si les hommes sont capables de changer, tous les patriotes, nous voulons travailler avec tous les patriotes, mais qu'ils nous apportent la preuve qu'ils sont patriotes, surtout lorsqu'ils ont commis des actes par la suite qui ont été, de notre point de vue, à l'encontre des intérêts du peuple. On se pose légitimement la question. Donc, sur cette question précise, eh bien, moi, je pense que ça se tient, les propos de la ministre. Maintenant, ça n'engage qu'elle. Alors, l'actualité, c'est aussi la 7e conférence au sommet du TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, signé en 2008 avec cette ambition-là de faire de l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro l'axe central de la construction de l'intégration régionale, sous-régionale ouest-africaine. Ça fait donc 8 ans que le traité a été signé. Nous sommes en 2018, donc 10 ans pardon, que le traité a été signé. La conférence s'est tenue à Yamoussoukro cette semaine avec à la clé la signature notamment de 4 accords. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur ce traité-là et sur sa contribution à l'intégration sous-régionale ouest-africaine? Moi, j'apprécie beaucoup ce traité parce que nous sommes un parti panafricaniste. Et ça, ce n'est pas un vain mot. Le découpage de nos frontières a été fait de telle sorte qu'aucun de nos pays n'a les ressources suffisantes pour vraiment son développement et son plein développement. Donc, l'unité africaine doit être une réalité. Donc, la coopération entre les États voisins, dans un premier temps, est essentielle, elle est même vitale. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire aussi, la proximité de nos pays et la proximité très particulière avec la présence nombreuse de nos compatriotes dans ces pays-là, et puis aussi les difficultés qu'on a pu connaître depuis la crise jusqu'à maintenant, ne peut que nous conduire à nous réjouir. Et je pense que au-delà des manifestations, des discours, les peuples avaient déjà compris que c'était important. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de compatriotes qui sont là-bas. Les peuples avaient commencé justement à tisser ces liens. Et nos deux peuples ont tissé ces liens de longue date. Et je pense que les politiques ont raison de faire ça. Il y a des accords qui sont signés, notamment, bon, c'est très bien, sur la jeunesse, là, récemment, sur les femmes, sur la coopération au niveau culturel, la cinématographique. C'est très intéressant. Bon, il n'y a que 200 millions pour la jeunesse, j'ai trouvé ça un peu court pour nos États, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire et au Burkina aussi. Ça fera déjà 100 millions pour chacun des pays, puis pour les femmes, 250 millions pour chaque pays, mais ce n'est qu'un début. Mais je crois que, honnêtement, il faut que nous puissions apporter la preuve au niveau des peuples, continuer ça, mais également au niveau des États. Montrer qu'au-delà du fait que chacun a des réalités différentes, c'est ensemble que nous allons avancer. J'espère que ça va se poursuivre pour beaucoup d'autres pays et qu'un jour, nous arriverons véritablement à la création des États-Unis d'Afrique. On change de sujet pour évoquer le procès de putsch du 16 septembre 2015. Les auditions se poursuivent devant le tribunal militaire avec des explications contrastées. Quelle lecture vous faites de ce procès-là? D'abord, il faut dire que c'est une première dans notre pays. C'est une première. Il y a eu un autre temps fort sous le CNR avec les TPR, mais il n'y avait pas, par exemple, la défense, il n'y avait pas des avocats. Et après ça, cette fois-ci, il s'agit quand même de jugements de militaires, et qui ont fait, pas que de militaires d'ailleurs, hein, et ils sont nombreux, hein, il y a, je crois, 84 co-accusés en tout cas. Voilà, bien sûr. Alors, ça nous change du temps où certains disaient, si tu fais, on te fait, et il n'y a rien. Donc c'est déjà bien, ça veut dire qu'il y a une réelle évolution. Il faut aussi saluer notre justice, la justice de notre pays, qui fait des efforts, parce que ce n'est pas évident. Il fallait trouver des avocats pour chacun. Ceux qui ont des moyens ont pu avoir plus d'un avocat, mais il y en a qui n'avaient pas de moyens. Il fallait trouver des avocats commis d'office.
Et l'instruction a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps, parce que c'est une première, parce que c'est complexe comme dossier. Mais enfin, ça a commencé au mois de juin. Et tous les jours, ça se déroule normalement. Du lundi au mercredi, le jeudi pause, vendredi, samedi, ça se passe plutôt normalement. Ce qui est une bonne chose. Je pense pour notre pays, c'est bien. Parce que on ne peut pas, dans un pays, passer le temps à se regarder en chien de faïence sans utiliser les institutions, au motif parfois qu'on n'a pas confiance aux institutions. Nous sommes tenus de faire confiance en nos institutions et corriger ce qui ne va pas. C'est pourquoi je pense que ce procès-là se déroule bien, moi je m'en réjouis. Et maintenant, il faudrait que les uns et les autres acceptent les verdicts qui seront prononcés. S'il y a condamnation, il faut que ce soit accepté. S'il y a acquittement, il faut que ce soit accepté. Parce qu'il y a eu des morts quand même. Il y a eu beaucoup de morts, on ne peut pas passer ça sous silence. C'est peut-être un des points de passage essentiels qui nous permettront d'arriver à une véritable réconciliation qui aura du sens. Parce que sans vérité, sans justice, toute réconciliation, c'est du vent. Alors, sur le front judiciaire, un non-lieu également vient d'être prononcé, pas également. Je veux dire qu'on reste sur le sujet judiciaire pour dire qu'un non-lieu a été prononcé dans l'affaire Canis, poursuivi pour faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de confiance, blanchiment de capitaux, fraude fiscale, tromperie de consommateurs et usage frauduleux de numéros UFU. L'homme d'affaires Inoussa Kanazoe, en tout cas, vient de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu. Décision rendue par le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Donc, il doit également se voir restituer les 700 millions de francs CFA de caution qu'il avait versé. Comment est-ce que vous percevez cette décision de justice? D'abord, je me réjouis quand même pour ce compatriote. Si la justice a pris une telle décision, je pense qu'elle était motivée. C'est toujours bien pour une personne qui est accusée, lorsque son acquittement est prononcé, c'est quand même un soulagement pour cette personne et sa famille. Ce n'était pas n'importe qui. Ce monsieur donc Kanazoe fait partie des personnes aussi qui emploient des gens, qui créent de la richesse aussi pour notre pays. C'est très important. Si la justice a décidé à un moment donné de son inculpation, parce que ici, chez nous, ce n'est pas comme dans les systèmes anglo-saxons, donc on instruit en charge et à décharge. Donc, si à un moment donné, la justice a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments crédibles pour qualifier, disons, cette accusation et qu'il est libéré, c'est tant mieux. Mais je voudrais quand même dire que dans ce genre d'affaires, trop souvent en Afrique et dans notre pays aussi, il y a eu, comment dirais-je, une proximité parfois malsaine entre le politique et le monde des affaires. La politique et le monde des affaires. Et par moments, ça crée... Liaison incestueuse? Oui, ça on peut le dire très clairement. Et ce n'est pas bon pour la démocratie, ce n'est pas bon pour le développement économique, parce qu'en ce moment-là, les hommes d'affaires, qui souvent souffrent aussi, c'est pour certains d'entre eux, parce qu'il ne faut pas croire que ceux qui sont dans ce milieu-là sont tous des richards et qui souffrent. Et puis, en ce moment-là, ils sont sous pression politique, et ça, ce n'est pas bien. Et par moments, il y a aussi des questions de règlement de compte. Mais là, il s'agit d'une question de justice. Il faut respecter les décisions de justice. Il faut que notre justice soit véritablement indépendante, qu'elle soit crédible, qu'on respecte les décisions qu'elle prononce. Il y a eu du temps qui a été pris pour instruire ce dossier. Et il y a un acquittement qui est prononcé. Eh bien qu'on s'en tienne là, mais qu'on se dise que franchement, il faut laisser les gens travailler librement. Il faut arrêter de faire des pressions malsaines sur des gens. L'actualité, c'est aussi ce recrutement en polémique à la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. On se souvient que c'est la coordination CGTB de l'institution qui avait levé les lièvres en dénonçant le recrutement de l'épouse, la nièce et du neveu du DRH, le directeur des ressources humaines donc de la boîte, ainsi que les liens de parenté présumés, en tout cas de 33% des admis à un test de recrutement, donc avec lien de parenté avec donc le personnel de l'institution. Alors, par la suite, le DRH a été relevé de ses fonctions et cette semaine, le directeur général Lassana Ouagadougou vient de prendre donc une décision, suspension en tout cas à titre conservatoire de l'emploi et de la formation des candidats qui ont été donc admis. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire CNSS? Ça montre ce que je disais, la déception qu'on peut avoir après
tous ces morts de l'insurrection et de la résistance au coup d'État. Comment est-ce que cela peut être possible aujourd'hui au Burkina, après tout ce qu'on a fait, toute cette bataille, ces morts, ces blessés, et tout cet espoir qui a été suscité? Ce n'est pas acceptable. Et donc, c'est des choses qu'on connaissait, on pensait que c'était des temps révolus. Une institution publique, et qui détient quand même une partie importante de nos ressources, de l'avenir de nos retraités. Mais ce n'est pas possible. Ça, je m'indigne pour ça. Maintenant, plus calmement, il faut dire quand même que, est-ce que c'est seulement cette institution qui est concernée? Il faudrait peut-être penser à faire en sorte qu'il y ait une loi, mais qui soit appliquée sur la question des conflits d'intérêts. Parce que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas le directeur des ressources humaines, quand il est directeur, il a fait des études, je ne sais pas si c'est... peu importe. Quand il est là, pour rendre service public, il ne peut pas se permettre... Ce n'est pas sa famille, ce n'est pas son entreprise personnelle. Ce n'est pas acceptable. Donc ces pratiques-là ont souvent lieu en Afrique. Au Burkina, on a connu à certains temps. Il faut que ça s'arrête. Ça grève, ça gangrène totalement notre développement, le développement humain, le développement économique. Ce n'est pas possible et ça entraîne l'irrespect des institutions, de l'autorité étatique. Et c'est ça qui entraîne parfois des incivilités et par la suite, quand c'est bien ancré, ça devient même idéologie, ça entraîne l'incivisme. Il faut taper fort. La décision qui a été prise par le directeur général donc, de procéder à cette suspension à titre conservatoire, vous pensez que c'est une bonne décision ou bien est-ce que vous pensez qu'il aurait pu aller plus loin? Je le dis parce que dans les réseaux sociaux, il y a des voix qui s'élèvent pour parler de l'annulation pure et simple de ce concours. Est-ce qu'une telle décision pourrait être considérée comme une bonne solution? À mon avis, il aurait fallu annuler carrément, purement et simplement. Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui seraient rentrés de façon honnête? Mais bien sûr, mais comment faire le tri? Comment faire le tri? Là est la question. Et puis, je pense aussi que le pouvoir politique devrait se prononcer de manière claire sur ces questions-là. À moins que ça n'arrange certaines personnes. Non, il faut, à mon avis, prendre les décisions qu'il faut. Il faut couper la gangrène. Alors, l'Organisation sénégalaise de la prévoyance sociale, qui est affiliée à l'USTB, une autre centrale syndicale, avait à l'époque en tout cas fait une sortie médiatique pour affirmer qu'en ce qui concerne ce recrutement, tout avait été fait dans les règles de l'art à la CNSS. Mais depuis un certain temps, on constate que cette organisation est devenue complètement aphone. Qu'est-ce que vous pensez de ce silence? C'est ça aussi la difficulté. Parce que quand il y a un silence, comme ça, on peut se poser la question de la sincérité des déclarations. Et ça m'amène à une réflexion, des proverbes qu'on trouve dans la sagesse populaire un peu partout. C'est que ce qui est important, ce n'est pas les discours que les gens font, mais les actes qu'ils posent. Les actes qui sont posés, c'est ça qui est le véritable critère de vérité. Et c'est pour ça qu'il faut remercier justement la section CGTB et qui a permis justement de lever le lièvre sur cette question-là. C'est pour ça aussi qu'il faut remercier et il faut en tout cas apprécier à sa juste valeur la décision du directeur général, mais qui peut aller plus loin. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut déplorer le silence, non pas, pas seulement des institutions, mais également du pouvoir politique central. Parce que c'est une question d'importance nationale. C'est une question de morale étatique, c'est une question d'éthique. Donc il est important qu'on se prononce de manière claire et qu'on prenne des décisions qui s'imposent et qu'on regarde aussi si dans d'autres institutions, ce type de comportement ne continue pas d'avoir cours. Alors on reste dans le champ économique pour parler d'odeur, donc de surfacturation dans les marchés d'entretien routier. L'information est révélée par le dernier numéro du journal Le Courrier confidentiel qui met notamment en cause des contrats d'entente directe. Comment est-ce que vous avez reçu cette information? Avec beaucoup d'indignation. Beaucoup d'indignation. Et je reviens à ce que j'ai dit. Nous avons créé un parti parce que nous sommes dit, nous venons du peuple, nous devons travailler pour le peuple, servir le peuple. Or, nous voyons que des gens se servent en faisant des surfacturations. On voit qu'on construit des routes et qu'une année après, il y a
des nids de poules là-dedans et qu'elles sont dégradées. On voit que des écoles sont construites. Dès les premières pluies, ça tombe. Alors que les services de l'État, les services de contrôle de l'État ont vérifié et ont trouvé que tout était aux normes. Et on voit bien aussi que beaucoup de gens s'adonnent à des questions d'optimisation fiscale, de surfacturation. Tout ça sent mauvais. C'est de la même veine que ce qui se passe à la CNSS. Et tout ça spolie notre peuple davantage, entraîne davantage de paupérisation en enrichissant de manière indue quelques individus. Ce n'est plus acceptable. Alors, le Fonds commun et la crise sociale au Minefid alimentent aussi les parutions de la semaine. On se rappelle que la coordination des syndicats de l'économie et des finances avait suspendu son mot d'ordre de grève le 25 juin dernier à l'appel du président du FASO parce que le mouvement effectivement s'était enlisé à un moment donné. Un mois après, les syndicats estiment que les lignes n'ont pas vraiment bougé et ils imputent la responsabilité, disons, de ces négociations qui tendent à avorter à la partie gouvernementale. Ils estiment également que les sages qui sont censés jouer à la médiation parlent beaucoup plus le langage du gouvernement et se prennent beaucoup plus en avocat de ce gouvernement que d'être des médiateurs. Comment est-ce que vous voyez ce conflit social? Ça me fait penser à cette question de médiation. Heureusement qu'il y a ça, d'ailleurs c'est bien, il faut saluer ça. Mais ça me fait penser à ce qui s'était passé, la journée nationale du pardon à un moment donné. Il faut affronter les problèmes clairement et directement. Et bon, il y a eu un jeu de ping-pong entre le gouvernement et les syndicats du ministère là, des Finances, de l'économie et des finances. Mais on nous prend, nous, la population, à témoin. Les syndicats ont des droits, ils ont le droit de grève. C'est sacré, il faut respecter. Le gouvernement a un rôle à jouer. Et cette question sur laquelle il y a cette lutte-là, ce mouvement, eh bien, elle est venue progressivement. C'est le régime, l'ancien régime qui avait mis ça et développé ça aussi d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où chaque acteur public doit penser d'abord qu'est-ce qui est bon pour le pays, qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma responsabilité au regard de tous les autres problèmes qu'il y a. Mais en premier lieu, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est ce gouvernement, son président qui a été élu, qui a choisi ses collaborateurs, qui ont été désignés par les électeurs. Donc ils ont la responsabilité de discuter avec tous les acteurs sociaux, notamment pour cette question-là, et de proposer des solutions qui nous permettront de sortir de cette crise. Donc de ce point de vue-là, je crois que venir nous dire encore c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des syndicats, ça, à la limite, franchement, ce n'est pas à nous de régler ça. C'est au gouvernement, c'est aux syndicats de voir quelle est la légitimité de leurs revendications, quels sont les arguments dont ils disposent et les moyens dont ils disposent pour discuter. D'abord, moi je suis pour d'abord la discussion, la négociation et les luttes après, parce que j'étais syndicaliste, donc je sais de quoi je parle. Et je crois que, quelle que soit la lutte, si elle est juste, il faut pouvoir y aller. Il faut pouvoir se battre. Mais il faut toujours se poser la question de savoir, lorsqu'on est un patriote, est-ce que ce que je demande là, c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que quand le gouvernement propose quelque chose, il doit se dire, est-ce que c'est bon pour les travailleurs? L'ensemble des travailleurs. Ça, c'est important. Ça, c'est le rôle d'un gouvernement. Mais les syndicats, chacun dans son secteur, se bat. Mais, justement, c'est au gouvernement de nous donner des informations très claires qui nous permettent d'apprécier ce qui se passe. Il faut que ce soit de la partie syndicale ou la partie gouvernementale, on informe l'opinion très clairement sur ce qui se passe. Et ça évite des polémiques inutiles. Parfois c'est important, la discussion, l'information. Mais il y a des polémiques qui sont parfois inutiles. En ce moment-là, nous, ce que nous voulons, c'est des solutions, parce qu'il y a tellement de problèmes dans tous les secteurs, dans notre pays, la santé et la jeunesse, et que ça, on ne va pas se focaliser sur le même problème que le gouvernement a contribué à avoir, par les gouvernements successifs, ont contribué à créer ces problèmes, qu'ils les règlent. Alors, on est pris par le temps, il nous reste à peine 3 minutes avant de boucler cette émission. On va répondre à 2 questions, très rapidement. Sur la question du terrorisme d'abord. On a eu cette attaque de la gendarmerie à Machakwali. C'est le prétexte pour nous pour vous interroger sur la perception que vous avez donc de la problématique du terrorisme et des enjeux qui sont liés autour.
Vous avez 1 minute pour répondre, ensuite on passe à une question à l'international. Bien sûr. Alors, d'abord, je voudrais rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme de notre pays et d'ailleurs, et puis aussi toutes les victimes civiles, militaires, hein, et puis aussi rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité qui font un travail formidable. Cette gangrène concerne l'ensemble du monde, mais c'est nouveau pour nous au pays. C'est très triste. Alors, je crois que cette bataille-là nous concerne tous. Donc, nous devons observer beaucoup de vigilance. Et il semble que ces terroristes-là soient bien renseignés et qu'ils veulent vraiment nous détruire, nous diviser. Ils n'y réussiront pas. Il faut que nous soyons soudés. La question du G5 Sahel, qui est une initiative gouvernementale sur les 5 pays, mais je pense que c'est d'abord nous, nos forces de défense et de sécurité, nos populations. C'est d'abord nous-mêmes qui devons accroître la vigilance et que le gouvernement accompagne cela. Parce que si nous ne sommes pas en sécurité, en paix dans notre pays, eh bien, nous ne pourrons même pas nous asseoir pour discuter comme ça. Donc, il est important que nous soyons soudés sur cette question-là. Et ceux qui ont entraîné ça c'est des questions dont on pourra parler après, mais nous avons besoin de sécurité. Nos forces de défense et de sécurité sont au premier rang, mais nous devons être tous mobilisés sur cette question. Et je pense qu'il est possible, avec les renseignements humains, avec les moyens aussi modernes, de faire en sorte d'arriver à bout de ce grand malheur. Alors, à l'international, je voudrais que l'on retienne le retour annoncé de Jean-Pierre Bemba en RDC et sa probable candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain. Comment est-ce que vous analysez cette donne dans le champ politique congolais? Le Congo est une insulte pour l'Afrique, hein, ce qui se passe là-bas, parce que c'est immense territoire avec d'innombrables et immenses richesses qui est dans cette situation. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? C'est de dire que quelqu'un que la CPI a désigné comme coupable de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, parce qu'il y a eu donc des erreurs dans l'instruction du dossier, eh bien, il y a un acquittement, ce qui est bien pour lui et sa famille, encore une fois, il faut le dire. Et que maintenant, il y a il y a encore subordination des témoins, parce que ce n'est pas encore terminé en ce qui le concerne. Mais on s'arrange de faire en sorte pour que, éventuellement, il puisse aller être candidat, et puis peut-être apporter une solution qui arrange peut-être beaucoup de gens. J'espère que ça va arranger beaucoup de Congolais. Et moi, mon souci, chaque fois, c'est que ce ne soit pas des individus qu'on nous amène chaque fois pour des solutions, mais que ce soit des idées, des collectifs, parce que c'est comme ça que l'Afrique peut s'en sortir. Sinon, des individus, on peut les manipuler facilement. Et je me réjouis que cet homme-là puisse trouver une part de liberté, mais je pense aussi à toutes les victimes de cette période terrible. Et je pense que l'avenir nous dira s'il s'agit seulement d'un problème de justice ou alors de manœuvres politiciennes. Et j'espère que les Congolais sauront être vigilants pour faire le bon choix le moment venu. Merci, M. Coulibaly. Merci. D'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.